les défis de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Guinée. Et pour coordonner, modérer les débats, j'appelle Elhadj Ousmane Souaré, ancien ministre. Merci, messieurs les ministres. Merci, messieurs les panélistes. Je vous souhaite une belle conférence. Bonjour, chers étudiantes et étudiants. C'est avec un réel plaisir que je prends part à ce premier forum de l'étudiant guinéen, qui est une première dans notre pays. Permettez-moi avant de remercier Monsieur le ministre Yero Baldé pour l'invitation qui m'a été faite de participer aux travaux de ce forum en qualité de modérateur du thème portant sur les défis de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Guinée. Je voudrais dire, pour introduire les débats, que l'enseignement supérieur et la recherche scientifique occupent le sommet de la pyramide du système éducatif guinéen. Et cette position, à mes yeux, lui confère une mission toute particulière, celle d'être le socle, le levier du processus du développement national. De sorte que la problématique posée par cette deuxième conférence, à savoir les défis de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ne peuvent être que le corollaire des défis, des immenses défis qui se posent à notre développement économique et social. Vous savez que notre pays regorge d'immenses potentialités naturelles. Nos populations sont assises sur des mines d'or et de diamants et tendent la main comme un pauvre mendiant. C'est ça le paradoxe de la Guinée. Et je me dis que le rôle régalien, le premier rôle de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, c'est de nous sortir de ce paradoxe et de relever les défis du sous-développement, de la misère, de la pauvreté et de l'ignorance et tant d'autres. Pour aborder cette conférence, nous avons d'éminents panélistes qui pourront donc, en un laps de temps qu'on nous a donné, nous aider à cerner ces défis et surtout à trouver les moyens par lesquels on pourra les relever très vite pour faire de notre pays un État émergent dans les meilleurs délais. Nous avons donc ces éminents panélistes qui vont nous aider à répondre à un certain nombre de questionnements, à savoir quel est l'état des lieux de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur, en d'autres termes, quel est le potentiel scientifique et technologique dont nous disposons, quelles sont les stratégies à mettre en place pour renforcer la gouvernance et les capacités institutionnelles et humaines de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Quel mécanisme faut-il pour faire de ce secteur phare de l'État guinéen le véritable levier du développement national? Je n'occulterai pas le problème de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation technologique. Je pense qu'on abordera aussi cette question de politique qui voudrait que nous puissions nous pencher
sur la loi d'orientation de la recherche qui est adoptée depuis 2005 et qui souffre encore de manque d'application. Je voudrais limiter là les problèmes et passer la parole aux éminents panélistes que nous avons devant nous. Je ne sais pas, messieurs les organisateurs, si c'est par ordre que vous nous avez installés ou comme ça. Donc, je voudrais passer la parole aux représentants des étudiants. Wanal Kondé, qui représente donc les étudiants guinéens à ce forum. Nous allons donc lui donner la parole et nous sommes ici plus nombreux que les autres. Je pense que nous allons essayer de nous limiter entre 5-6 minutes d'intervention, pas plus, pour donner la chance de plus au débat. Monsieur le représentant des étudiants. Merci, monsieur le modérateur, et merci aux étudiants qui ont effectué le grand déplacement, et merci aux autorités qui ont initié ce forum. Et vraiment, ici, le thème, c'est le défi de l'enseignement supérieur. Je pars d'abord par la définition de défi. On dit que le défi, par définition, c'est mettre en demeure quelqu'un de faire quelque chose en laissant entendre qu'on le croit incapable de réussir. Et je pense bien que notre pays, pendant de longues années, a connu vraiment des crises. Et on a vu que le système de l'enseignement supérieur était de plus en plus victime de ces crises. Et à l'avènement de cette Troisième République, et nous avions vu différents ministres passer à la tête ici de ce secteur. Et nous avions vu que l'arrivée de M. Hérault à la tête de cet enseignement, de ce secteur, a commencé ici à apporter quelques réformes. Et ce n'est pas à cet instant que je vais essayer de dire, de voiler les choses, de parler des choses telles qu'elles ne sont pas. Donc je vais essayer de dire comment est l'état des lieux de nos universités, comment nous suivons les cours ici dans ces différentes universités et les conditions de vie de ces étudiants, et pour que monsieur le ministre de l'enseignement supérieur puisse prendre des précautions afin que l'enseignement, et parce que c'est de là par les cadres, afin qu'ils puissent résoudre quelques problèmes. Donc quand je pars ici de l'état de lieu, nous avions dans nos universités, je vais parler d'abord de l'infrastructure. Je pense bien que nos universités ne sont pas pour le moment bien équipées. Deuxièmement, le personnel d'enseignement est vieillissant. Deuxièmement, et nous avions les formateurs ne sont pas bien formés, ne sont pas tous, parce qu'ils doivent se mettre à jour, puisqu'on a dit que le système LMD doit être enseigné par les enseignants de haut niveau. Ils doivent toujours à chaque fois se mettre à jour afin de satisfaire ces étudiants. Mais nous voyons que les étudiants, ces formateurs ne sont pas formés et on ne les octroie pas des bourses afin qu'ils aillent se performer. Et nous avions aussi l'accompagnement des étudiants sortant des secteurs ici à tous les niveaux. Nous voyons qu'on a tendance à croire que l'État jette de l'argent à la fenêtre. Parce qu'il faut comparer l'État à un père de famille. Le père de famille envoie son enfant à l'école afin qu'il puisse contribuer ici au développement de la famille. L'enseignement, le pays, c'est-à-dire la République, envoie les étudiants, les enfants à l'école afin qu'ils contribuent ici au développement de la nation. Mais une fois que les étudiants sortent des universités, ils sont à l'abandon. Même les simples stages, on ne les octroie pas. Pourquoi l'enseignement supérieur, le ministre de l'enseignement supérieur n'accompagne pas ces étudiants en forçant ces entreprises qui poussent en longueur de journée dans notre ville, dans notre pays, de leur forcer afin que ces étudiants qui sortent en longueur de journée, de leur imposer au moins quelques nombres de stages ici qui pourront permettre ici à ces étudiants de se performer. Puisque on sait aujourd'hui pour s'octroyer un stage, il faut avoir un parent dans les ministères et dans ces entreprises. Pourquoi le ministère ne prend pas lui-même ses bâtons de péril pour aller voir ces entreprises pour leur dire bon, telle entreprise a droit à former tel nombre de stagiaires en fin d'année. Comme ça, ces entreprises auront vraiment la lourde responsabilité de prendre ces étudiants afin de leur tenir ici en stage pratique pour performer ces étudiants. Puisque ce que nous suivons dans nos facultés, parce qu'il y a différentes universités qui n'ont même pas de laboratoire. Donc si nous sortons de ces universités sans laboratoire et que nous n'avons même pas de stage,
rien que faire 2 mois à la maison, on désapprend. Donc, nous demandons au ministère de l'Enseignement supérieur d'imposer aux entreprises de prendre ces étudiants en stage. Et troisièmement, je voulais dire, le ministère en plus doit essayer de faire quoi? Il doit essayer d'initier ces organisations pareilles. Parce que nous avons assisté à l'université Gamal Abdel Nasser, à ce temps, il y avait un jeune chinois qui venait du nom de AEF. S'ils essaient à réunir ces étudiants, au moins en une journée, soit en 1 mois, soit en 2 mois, ça change la mentalité de l'étudiant. Donc, on demande au ministère de l'Enseignement supérieur de reconstruire nos dortoirs. Parce que les étudiants n'ont pas où apprendre. Imaginez un étudiant qui rentre à la maison, il n'y a pas un climat favorable qui va lui permettre d'apprendre. Il n'a même pas un ordinateur. Il doit aller chercher de l'argent pour s'acheter un téléphone pour se connecter. Il doit chercher de l'argent pour ses frais de connexion. Comment cet étudiant-là, comment cet élève-là va bien apprendre? Avec ça, on dit toujours que la nouvelle génération est mal formée. Pourtant, on n'a pas les moyens, de bord pour pouvoir nous permettre. On n'a pas ces moyens. Donc, on demande au ministre de rouvrir, de construire des dortoirs afin que ces étudiants puissent se retrouver dans les campus, discuter, apprendre, puisque nous avons besoin de ces luxes pour apprendre. Si au moins dans des universités il y a des dortoirs et qu'un nombre d'étudiants y siègent, je pense bien que ces étudiants pourront se donner des idées, ces étudiants pourront vraiment constituer des groupes scientifiques, ces étudiants pourront développer des thèmes et voire même quelques applications, puisque j'ai confiance à cette jeunesse qui est très engagée, qui est très dévouée, puisque malgré ces conditions de vie, ces conditions d'études, on assiste toujours à ce que l'étudiant guinéen apporte toujours des solutions aux problèmes de notre pays. Donc, si je prenais la parole pour un premier temps, je m'avançais dans cet élancé, monsieur le ministre. Merci bien, M. Fourmou, pour votre présentation qui touche du doigt un certain nombre de problèmes qui se posent à notre enseignement supérieur et recherche scientifique, à savoir le problème d'infrastructure, le problème du personnel de formation et surtout le fait que le système se dote de moyens pour mieux qualifier l'enseignement supérieur, notamment dans son LMD. Je voudrais à présent passer la parole à M. Ablayero Bandé, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. À vous la parole. Merci Monsieur le ministre et modérateur de cette séance. Bonjour à tout le monde et merci à tous ceux qui ont fait le déplacement pour ce premier forum. Je crois qu'au début, vous avez situé le contexte global, à peu près, en tout cas en ce qui concerne la Guinée. Mais il faut le voir à l'échelle mondiale. Quels sont les défis qui se posent à nous si nous voulons être des acteurs compris à l'échelle planétaire? Aujourd'hui, l'économie de la connaissance est en train de se développer partout. Il y a des défis qui se posent à nous en termes de développement économique et social. Comment faire pour sortir de notre situation de pauvreté? Comment faire pour donner la meilleure éducation à nos enfants? C'est ça ce sont les questions aujourd'hui auxquelles nous devons répondre. Et pour cela, les exemples sont là. Israël est un cas, les pays développés sont un cas. Sans éducation, il n'y a pas de développement. Sans la formation du capital humain, parce que vous pouvez avoir toutes les machines, on le voit dans le secteur minier, on le voit dans le secteur agricole, nous n'avons pas de main-d'œuvre qualifiée en nombre suffisant pour répondre à la demande de ces entreprises-là. Tout à l'heure, M. Condé disait qu'on ne prend pas les étudiants en stage, mais moi j'ai discuté avec beaucoup d'entreprises, j'ai discuté avec des opérateurs, y compris dans le secteur public. Notre système éducatif, comme l'a dit le président, est malade. Il a besoin d'être soigné. Et ça, cela a commencé depuis des décennies. Donc, il y a des défis pour cela, pour arriver justement à la qualité de cette formation tant demandée. Il y a des défis en termes institutionnels, de gouvernance du système. Il y a des défis, comme il a dit, en ce qui concerne les infrastructures et les équipements. Il y a aussi des défis en matière financière. Comment financer
l'enseignement supérieur, l'enseignement technique aujourd'hui pour qu'elle soit de qualité. Ça demande beaucoup d'argent. Et dans nos pays, particulièrement en Guinée, jusqu'à présent, l'éducation est pratiquement gratuite. Et ça, ce n'est pas tenable à long terme si on veut donner justement cette éducation de qualité à nos enfants. Donc il y a une révolution des mentalités qu'on doit pouvoir faire. Tous les pays francophones, les pays anglophones n'en parlent pas, tout est payant, même pour les nationaux, et on voit la différence en termes de formation. Que ce soit le Ghana ou le Kenya, ces étudiants sont mieux formés que dans la plupart des pays dits francophones, en tout cas dans notre espace ici, parce qu'ils se donnent les moyens pour investir dans l'éducation. L'État donne sa part, les parents donnent leur part, et le secteur privé ou public aussi donne sa part. Donc ça, c'était le défi en termes de financement. Mais il y a le problème fondamental Condé l'a soulevé, ce sont les formateurs, la formation des formateurs. Avant, on n'avait pas ce problème, parce que les prédécesseurs, en tout cas sous la Première République, il y a eu beaucoup de formations. Et les gens allaient enseigner. Mais pourquoi on se détourne aujourd'hui de l'enseignement? Ceux qui y vont le font soit par sacerdoce, ils aiment, et je les félicite. Et on l'a dit tout à l'heure, ces gens-là, le corps enseignant est vieillissant, il faut le renouveler. Mais comment le renouveler s'il n'y a pas d'incitation à ce que les gens viennent à l'enseignement? C'est une grande question fondamentale pour moi. Aujourd'hui, un enseignant, nos enseignants sont parmi les mal payés de la sous-région. Il faut le reconnaître. Et il n'y a pas aussi de mesures d'accompagnement suffisantes pour les inciter à enseigner. Je viens de la réunion du Conseil des ministres du CAMES. J'ai demandé à mes collègues, 17 pays, quel est le revenu, en tout cas les rémunérations, y compris les avantages de vos enseignants. Et c'était en tout cas très enrichissant pour moi parce que le gap est très grand entre ce que nos enseignants gagnent, le plus haut gradé, et ce que un enseignant du primaire gagne. Je ne dis pas que tout se limite au salaire, je le répète très bien, tout ne se limite pas au salaire, mais il y a les conditions de travail des enseignants qui sont très importantes pour qu'ils soient à l'aise pour donner leurs cours. Et donc, ça c'est un défi important pour notre ministère. Nous y travaillons pour que demain, les conditions de ces enseignants-là changent et qu'on puisse recruter les meilleurs dans l'enseignement comme cela se faisait par le passé. Il y a aussi les défis institutionnels, les défis de la gouvernance du système. Et aussi, nous voulons que les universités soient des acteurs du développement économique et social, que nos centres de recherche soient capables de répondre à la demande de nos populations, à la demande du pays en matière de recherche. Je salue certains d'entre eux ici, comme le centre de recherche sur le plan médical de Dubreka, qui a mis au point quand même des médicaments contre l'hypertension, contre le diabète, et nous devons donner plus de moyens pour continuer cette recherche. Je ne vais pas faire trop de jaloux, je vais m'arrêter là, sinon il y a quand même des exemples assez importants dans le système pour dire que tout n'est pas mauvais au fond. Mais l'essentiel, c'est que nous donnons les moyens et le courage de mener les réformes qu'il faut. Les réformes n'arrangent pas tout le monde, mais au finish, tout le monde est content qu'il y ait eu les réformes. Je pense que je vais, monsieur le modérateur, m'arrêter là pour le moment. Et je crois qu'à la suite des débats, je vais revenir sur certains points. Merci, monsieur le ministre, pour votre sobriété et surtout pour votre esprit d'ouverture, d'ouvrir notre pays au reste du monde et de camper le capital humain comme le capital le plus riche pour sortir notre pays de la pauvreté. Et je voudrais à présent passer la parole à M. Banobari, l'éminent sociologue que nous connaissons tous. À vous, M. Banobari, pour votre présentation. Merci, monsieur le modérateur. Je suis un peu douloureux parce que j'ai demandé aux organisateurs si je pouvais m'arrêter. On m'a dit non. Étant enseignant, j'ai l'habitude de m'arrêter pour parler devant 800 ou 1200 étudiants. On m'a demandé aujourd'hui de m'asseoir, c'est très douloureux pour moi. Mesdames et messieurs, il m'a été demandé de présenter une communication sur les défis de l'enseignement supérieur en Guinée. Je ne pense pas être la personne la plus indiquée pour aborder cette problématique. Mais étant donné que j'ai été désigné,
je vais m'atteler à le faire en précisant qu'il n'y aura pas grand-chose de nouveau dans ma communication. J'ai simplement compilé des documents et proposé une cohérence à mon propos. Mesdames et messieurs, l'éducation dans le sens de la formation des ressources humaines est l'un des moteurs de la croissance économique et du développement humain. Cette assertion est ancienne et fait consensus au sein de la communauté des chercheurs et des acteurs du développement. C'est pour cette raison que les donateurs internationaux ont mobilisé des ressources pour financer le niveau primaire et un peu le secondaire dans presque tous les pays en développement comme la Guinée. De nos jours, il existe un autre consensus qui se trouve dans la Déclaration mondiale de l'enseignement supérieur pour le XXIe siècle, vision et action de l'UNESCO, qui indique que l'enseignement supérieur joue un rôle vital dans le développement socio-culturel et économique des pays. C'est à l'enseignement supérieur qu'il est demandé partout de penser à l'avenir, de préparer et de doter aux nouvelles générations des compétences nouvelles, des connaissances certifiées et de nouveaux idéaux. En fait, tout le monde sait qu'un pays ne peut pas sortir du cercle vicieux de la pauvreté sans des ressources humaines compétentes. C'est la compétence des ressources humaines de l'enseignement supérieur qui entraîne celle de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, qui à son tour prépare et donne à l'enseignement supérieur les filles et les garçons de qualité qui reviendront vers les autres ordres d'enseignement afin de diffuser et de partager les compétences acquises. Ainsi devra aller le cercle de la formation des 3 ministères de notre système éducatif. Mesdames et messieurs, après avoir dit ce qui a été dit par plusieurs personnes mieux informées que moi, vous me permettrez de partager ma réflexion sur les défis de l'enseignement supérieur en Guinée. Cette réflexion s'appuie sur celle des autres, y compris de certains qui sont dans cette salle, mais elle résulte aussi de mon expérience d'enseignant, de chercheur et de mes sensibilités théoriques. Si cette démonstration heurte certains, notamment les étudiants ici, présents, qu'ils veuillent bien m'en excuser. Mais à mon âge, vous savez, on dit ce qu'on pense ou alors on garde le silence. Mesdames et messieurs, le premier défi auquel l'enseignement supérieur guinéen doit faire face est de redéfinir sa mission et de l'adapter au monde, celui des structures d'enseignement et de recherche qui fonctionnent comme des entreprises. L'enseignement supérieur guinéen doit cesser d'être un simple instrument de production de diplômés avec des capacités douteuses pour devenir les yeux et les oreilles de l'État. Le lieu qui guide, oriente, impulse la politique nationale par la production du savoir et du savoir-faire. Il est temps que l'enseignement supérieur guinéen devienne le principal bureau d'études de l'État, de son organe opérationnel qu'est le gouvernement. Un tel défi ne peut se relever que par le fait de créer, d'animer et de faire vivre des centres et des laboratoires de recherche capables de détecter les génies en herbe qui sont parmi les étudiants du système éducatif. Pour surmonter ce défi, l'enseignement supérieur doit adapter ses structures d'enseignement et de recherche de la Guinée pour tirer profit de la mondialisation. Les structures universitaires et de recherche actuelles doivent évoluer pour constituer des ensembles de masse critiques en mutualisant leurs ressources humaines, matérielles et financières, en attirant les meilleurs étudiants et des chercheurs et des enseignants de la sous-région dans ces structures qui deviennent visibles et compétitives. Naturellement, dès qu'on dit ça, que les structures de recherche et d'enseignement ne sont pas viables avec cet éparpillement et l'absence de synergie, certains pourraient penser que Bano veut fermer, exterminer et même gazer des adversaires. Non. Le défi de l'enseignement, de l'adaptation des structures de formation et de recherche se fera avec ou sans moi. Car il s'agit d'une logique de rationalisation, d'efficacité, d'efficience et de qualité de la dépense publique. Ce défi s'impose à la Guinée, car nous manquons de ressources humaines en quantité et en qualité dans certaines spécialisations. Ce défi est une façon élégante de contourner celui du vieillissement du personnel qualifié et l'incompétence de la plupart des jeunes qui ont besoin de l'ouverture et de la formation doctorale en Guinée. Car l'expérience prouve
que 9 Guinéens sur 10 qui obtiennent des bourses pour l'étranger refusent de rentrer au pays après leur formation, que celle-ci soit au niveau de la licence, du master et du doctorat. L'enseignement supérieur de la Guinée fait face au défi de la qualité de ses ressources humaines, celles qui assurent la formation et l'encadrement dans l'enseignement supérieur. La résolution de ce défi permettra de rendre les structures d'enseignement et de recherche de la Guinée attractives pour les investissements en recherche et développement des entreprises et sociétés régionales et internationales. Mesdames et messieurs, l'enseignement supérieur guinéen doit, tout en augmentant le nombre de ses diplômés, assurer la garantie de la qualité des formations offertes. En fait, la question est de savoir comment ne pas diluer l'exigence de la qualité en distribuant des diplômes au rabais. C'est le défi de la qualité combinée à l'enseignement supérieur pour tous. Ces 20 dernières années, la Guinée a permis une augmentation des effectifs du supérieur de façon significative, passant de 42 711 en 2005-2006 à 103 192 étudiants en 2013. Malheureusement, cet accroissement s'est fait au détriment de la qualité de formation, de sorte qu'aujourd'hui, les lacunes des diplômés du système éducatif sont lourdes, surtout dans la maîtrise du français et des compétences opérationnelles. Une telle situation décrédibilise l'enseignement supérieur guinéen aux yeux des apprenants, de leurs familles et des employeurs. La conséquence d'une telle situation est la volonté des jeunes Guinéens de partir loin de la Guinée, les familles de vider leurs comptes bancaires pour les enfants, même en les envoyant dans la sous-région. Et les entreprises ont préféré recruter le dernier de la classe qui revient de l'étranger et non le premier des universités et instituts du pays. Ce défi d'un accès pour tous dans une formation de qualité s'inscrit dans une problématique globale qui sera encore plus importante dans les années à venir en raison de la croissance démographique à venir en Guinée. Est-ce que vous le savez que près de 2 Guinéens sur 3 ont moins de 25 ans et ceux de moins de 15 ans ont atteint 43% de la population. Les projections démographiques sur la Guinée tablent sur une population de 17 à 18 millions en 2030 et entre 25 et 32 millions en 2050, avec ces milliers de jeunes qui seront en demande de formation et de qualité et d'emploi décent. Mesdames et messieurs, le 4e défi de l'enseignement supérieur en Guinée est intimement lié au précédent et porte sur la non-concordance de l'offre de formation à l'offre du marché de l'emploi. Les vieilles données de l'AGIP de 2000, l'Agence guinéenne de promotion de l'emploi, indiquent que 62% des diplômés de l'enseignement supérieur et 42% des diplômés de l'enseignement technique âgés de 25 à 29 ans étaient au chômage. Certaines projections suggèrent même un taux de chômage de près de 65% des diplômés de l'enseignement supérieur en 2013. De ces 65% de diplômés du système universitaire guinéen, 19% seraient déjà découragés et ne chercheraient plus d'emploi, préférant rester à la maison et passant la journée au lit et la nuit autour d'un thé obtenu en commandant le premier rencontré dans le quartier. Les 65% des diplômés qui ont pu obtenir un emploi dans le secteur moderne, emploi correspondant à leur niveau de qualification, sont confrontés à 3 voies. Se contenter d'un emploi décalé à faible qualification dans le secteur informel, créer leur propre emploi dans l'informel ou alors rester au chômage. Parmi les 35% qui travaillent, certains le feraient dans des secteurs qui ne sont pas en adéquation avec leur formation. Par exemple, des historiens qui deviennent pompistes, des sociologues qui deviennent des DJ, etc. ou en dessous de leur niveau de qualification et se sentiraient donc frustrés par leur niveau de rémunération largement inférieur à ce qu'ils pouvaient espérer avec leur diplôme. Parallèlement, il existerait de 30 à 42 500 postes d'emploi non pourvus, faute de compétences nationales. D'ailleurs, le pays fait face à une pénurie chronique de main-d'œuvre dans des secteurs porteurs de croissance comme l'agrobusiness, l'hôtellerie, le BTP, les NTIC et les énergies renouvelables. Mesdames et messieurs, depuis l'avènement du système universitaire guinéen dans les années 64, la Guinée ne forme pas dans des domaines de la criminologie, de la démographie, des assistants sociaux, des techniciens supérieurs en laboratoire, en psychologie. Le système se contente de déverser des milliers de jeunes par an dans des disciplines qui ont peu de débouchés et au présent et dans un avenir proche et lointain, mais dont les cours sont disponibles et sont répétés à longueur de journée dans des salles bondées, étouffantes et faiblement éclairées. Le 5e défi porte sur le financement de l'enseignement supérieur. Non seulement ce financement est insuffisant au regard des besoins et important au regard des sources
des sous-secteurs du secondaire et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, mais celui-ci ne provient que de l'État, avec une faible qualité de la dépense publique. Au lieu que l'enseignement supérieur puisse attirer des capitaux du privé, des multinationales et des institutions internationales, il est devenu, comme d'autres secteurs, des trous dans lesquels l'État a déversé en moins de 10 ans plus de 3 000 milliards de francs guinéens sans avoir de résultats tangibles. Mesdames et messieurs, je vais terminer par un plaidoyer. Avant de régler tous ces défis, permettez-moi de profiter de cette assemblée d'anciens et d'actuels, de futurs décideurs du système éducatif, de plaider pour la cause des enseignants qui n'ont pas le droit à la parole, les sans-voix, pour souhaiter que d'ici 2018, que tous les enseignants et chercheurs de Guinée puissent avoir au sein de nos structures d'enseignement et de recherche du supérieur un espace de travail avec une table et une chaise, que l'on nomme vulgairement un bureau. Messieurs les ministres, c'est le minimum de respect que l'on doit à un enseignant et à un chercheur du supérieur qui n'a pas de poste administratif, mais à qui on demande des résultats. Je vous remercie pour votre attention. Merci.